Le hasard. Oui. Le hasard et la nécessité, probablement. Ma première incursion en Turquie, c'est en 1978, donc ce n'est pas tout à fait d'hier. Et à l'époque, je m'intéressais déjà aux sciences politiques, au Moyen-Orient, mais dans sa période contemporaine. Alors je suis arrivé à Istanbul, j'ai eu un coup de foudre pour cette ville, au sens littéral du terme. Et puis quand je suis revenu en France, parce que je n'y connaissais rien à la Turquie, j'ai constaté qu'à l'époque, il n'y avait des bouquins que concernant l'Empire ottoman. Il n'y avait rien sur la période contemporaine. Donc ça a vivifié mon désir de mieux connaître ce pays, mais dans sa partie contemporaine, moi c'est ce qui m'intéresse. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'y suis retourné fort souvent, j'y ai beaucoup d'amis, et puis j'ai initié quelques travaux sur ce sujet dans une thèse de doctorat. Mais hostile par rapport à qui? C'est là la question. Compte tenu de ces alliances. Alors, la première chose, c'est quand vous dites que ces initiatives ne font pas l'unanimité chez les Occidentaux, vous avez parfaitement raison, c'est un constat. Mais les Occidentaux eux-mêmes ne sont pas du tout unifiés sur les différents dossiers que vous avez à juste titre rappelés, Syrie, Libye, Méditerranée orientale, auxquels il faudrait rajouter plus récemment le Haut-Karabakh. Donc, je pense que la vision d'une Turquie qui serait totalement isolée, vent debout contre les puissances occidentales, ça ne fonctionne pas. Et les puissances occidentales, elles-mêmes, selon les dossiers, sont plus ou moins proches d'Ankara, ou radicalement contre. Les Occidentaux et les Européens, tout particulièrement sur l'attitude à adopter à l'égard de la Turquie sur la crise en Méditerranée orientale, sont très divisés. Nous savons que le président français est pour un bras de fer, il l'a dit, c'est l'expression qu'il a utilisée, pour un rapport de force, considérant que Erdogan, le président turc, ne comprenait que la tactique du bras de fer. A contrario, Madame Merkel, qui est quand même la présidente en exercice du Conseil européen ce semestre, a adopté pour sa part une position de médiation, de tentative de rapprochement des points de vue. C'est infiniment compliqué, il faut un travail opiniâtre parce qu'évidemment les obstacles sont fort nombreux. Mais on voit que sur ce dossier précis, et on pourrait multiplier les exemples, il n'y a pas du tout unité des Occidentaux, voire même des Européens, dans les positions à l'égard de la Turquie. Est-ce que les Européens et les Occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre, mais il faudrait pourtant qu'ils se décident à le faire, c'est que la Turquie, c'est un pays de 83 millions d'habitants, c'est un pays qui a une position géopolitique extraordinairement importante, c'est un pays qui a une longue histoire, y compris la partie concernant l'histoire ottomane, bien évidemment. C'est un pays qui désormais veut faire valoir ses intérêts nationaux. C'est un pays qui regarde désormais, c'est l'expression que j'utilise souvent, regarde à 360 degrés. Et elle prend des initiatives. Alors on parle souvent du Moyen-Orient, du Caucase évidemment, c'est sa zone d'influence immédiate, mais je suis tout à fait marqué par le fait qu'elle déploie depuis maintenant plus de 15 ans une politique extrêmement intelligente, je trouve, sur tout le continent subsaharien, par exemple. On pourrait penser à l'Asie centrale, on peut penser à l'Asie, etc. Donc déjà, la Turquie ne se réduit pas au Moyen-Orient ou au Caucase. C'est désormais une volonté, y parviendra-t-elle ou pas, je ne le sais pas, mais une volonté de se déployer à 360 degrés. Et ça rentre en résonance avec le mouvement de l'histoire. C'est-à-dire que désormais, les puissances occidentales, et je ne dis pas cela seulement à l'égard de la Turquie, les puissances occidentales ne peuvent plus imposer leurs exigences et leurs lois au reste du monde. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a des pays émergents, dont la Turquie est un d'exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, sont désormais décidés à faire valoir leurs propres intérêts et donc à ne plus servir de caution ou de marchepied aux puissances occidentales. Ça, c'est l'aspect très positif. Alors évidemment, cela ne va pas sans tension, cela ne va pas sans opposition, sans conflit politique, en espérant qu'ils ne deviennent pas militaires, mais ça, c'est le mouvement de l'histoire. Pour autant, il est vrai que M. Erdogan, pour terminer, a parfois une expression extrêmement agressive, très vindicative, ça je le critique. C'est totalement inutile de procéder ainsi, mais à contrario, je comprends parfaitement que la Turquie soit décidée à faire valoir ses intérêts, ce qu'elle considère comme ses intérêts nationaux. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, mais le minimum, c'est de pouvoir en discuter paisiblement, tranquillement, et politiquement, sans
sans pour autant recourir à des menaces. Dernier mot sur cet aspect, je vois qu'aujourd'hui le président Macron reçoit avec faste son homologue égyptien. J'entends beaucoup de critiques de la part des associations et des organisations de défense des droits de l'homme. Je les entends, elles sont légitimes. Ces organisations font leur travail. Mais pour autant, je pense qu'il est logique que M. Macron reçoive le président Sisi. C'est logique. Parce que si on ne devait parler qu'avec les gens avec lesquels nous sommes d'accord, on ne parlerait plus avec grand monde. Mais la question que je m'interroge, c'est pourquoi accepte-t-on de discuter avec Faste, avec le tapis rouge, avec M. Sisi, qui est quand même pas un parangon de vertu de la défense des droits démocratiques, 60 000 prisonniers politiques dans son pays, et qu'on refuse de le faire avec M. Erdogan. Deux poids, deux mesures. Je pense qu'il faudrait remettre un peu de raison dans tout cela, et de façon à avoir une vision décontractée, plus décontractée de la Turquie, même si, encore une fois, son président n'est pas toujours quelqu'un de facile, et surtout refonder notre relation avec ce pays, dont je considère qu'il est absolument incontournable pour les équilibres régionaux, et nous avons, nous, Français et Européens, intérêt à la stabilité régionale. J'entends très fréquemment cette expression. C'est même un mot valise. Beaucoup de personnes l'utilisent sans véritablement comprendre la signification. Moi, j'ai fait des études d'histoire quand j'étais un jeune étudiant, et moi, on m'avait appris qu'un empire, quel qu'il soit, et l'Empire ottoman ne fait pas exception à cela, un empire, par définition, il a une politique expansionniste. Un empire se doit de toujours plus s'étendre. Et le moment où tous les empires ont cessé de s'étendre, parce qu'il y a toujours une limite naturelle et politique à ce type de processus, eh bien on constate qu'il se rétracte sur lui-même peu à peu. Alors de façon plus ou moins violente, de façon plus ou moins pacifique, on ne va pas entrer dans les détails. Et alors ce qui est extraordinaire, quand on regarde l'histoire de l'Empire ottoman, quand on regarde des cartes de 50 ans en 50 ans par exemple, eh bien on constate qu'il y a une croissance par vagues successives de cet Empire ottoman, pour atteindre à la domination de territoires tout à fait extraordinaires. La Méditerranée, une partie de la péninsule arabique, bon, etc. Et puis arrive l'apogée de cet empire, et pour de multiples raisons sur lesquelles nous n'avons pas le temps de développer aujourd'hui, eh bien on voit un phénomène qui inverse, symétrique, de rétractation par vagues successives. Mais ça, c'est le propre d'un empire. Là, j'ai pris, bien sûr, l'exemple de l'Empire ottoman. On pourrait multiplier bien d'autres exemples, l'Empire romain, l'Empire napoléonien, enfin, etc., etc. Donc, l'Empire ottoman ne fait pas exception. Il fonctionne comme un empire. Il y a une logique. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, si certains se sentent intelligents d'utiliser cette expression, c'est est-ce que la République de Turquie, fondée en 1923, a une politique impériale? Non. Pour ma part, non. Est-ce qu'elle a une politique néo-ottomane, c'est-à-dire une volonté d'expansion, parce que le mot qu'on accole constamment à la politique extérieure de la Turquie, c'est l'expansionnisme. Ah bon? Mais l'expansionnisme, ça veut dire quoi? Conquête territoriale, et donc remise en cause des frontières existantes. Est-ce que la Turquie aujourd'hui a cette volonté d'expansion territoriale et de remise en cause des frontières telles qu'elles sont codifiées par le droit international et donc garanties par l'ONU? Je ne le crois pas. Et pourtant, j'espère être un observateur attentif des évolutions politiques et du déploiement de la politique extérieure de la Turquie. Donc, ces mots de néo-ottomanisme et d'expansionnisme, qui sont souvent utilisés de pair, n'ont aucun sens en réalité. Alors certains se croient intelligents et fondés à l'être que d'utiliser ce type d'expression, mais cela n'explique rien des dynamiques actuelles de la politique extérieure de la Turquie, qui pour autant sont compliquées à saisir. Je l'admets parfaitement. Et je comprends qu'on puisse avoir des divergences, non seulement entre experts, mais aussi entre citoyens, qu'on puisse avoir tel ou tel point de vue sur la Turquie. Ça, c'est légitime. Ça fait partie du libre débat. Mais de grâce, assez d'utiliser de doctes expressions qui n'ont aucun sens pour comprendre la réalité des faits. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité concrète des événements. Pas me retrancher derrière des expressions de type idéologique qui n'expliquent rien, voire même qui rendent obscure la compréhension des phénomènes alors, mais de comprendre réellement ce qui se passe. C'est en tout cas ce que moi, je me fixe comme objectif, et je crois que dans cet institut, et pour nos étudiants et pour nous-mêmes, pour les études que nous faisons, pour les vidéos diverses et variées que nous commettons, pour les événements que nous organisons, c'est notre ligne
comprendre la réalité concrète du monde. Voilà, c'est facile à dire, c'est souvent plus compliqué, mais déjà on a suffisamment de travail avec cela pour ne pas en rajouter dans l'utilisation de concepts assez fumeux, je trouve. Oui, ce sont évidemment deux dossiers extrêmement importants et qui sont un des paramètres, ou deux des paramètres, qui permettent de comprendre le développement des initiatives de M. Erdogan. Encore une fois, moi, il y a certaines initiatives qu'il prend à l'égard desquelles je suis très critique. Puis il y en a d'autres où je pense qu'il y a une légitimité à ce que les Turcs exigent telle ou telle revendication. En tout cas, sur les questions énergétiques, il y a une réalité brutale, qui d'ailleurs, au passage, ne devrait pas nous étonner, nous Français, parce qu'on a le même problème de base. Nous sommes de gros consommateurs d'énergie, sous toutes ses formes, et nous n'avons pas de ressources naturelles dans notre sous-sol. La Turquie est exactement dans cette situation. La Turquie, c'est 83 millions d'habitants, presque 83 millions d'habitants. C'est une société en plein dynamisme. J'évoquais tout à l'heure que la première fois où j'ai mis les pieds dans ce pays, c'était en 1978. Je peux vous dire qu'en 42 ans, c'est presque le jour et la nuit, non seulement à Istanbul, mais aussi à l'intérieur même de la Turquie. J'ai vu des changements absolument extraordinaires et à grande vitesse, qui ne sont pas dénués de tensions, qui ne sont pas dénués de contradictions, évidemment. En tout cas, c'est désormais 83 millions d'habitants qui sont des consommateurs. Alors peut-être consomment-ils trop ? Ben oui, mais enfin on ne peut pas leur reprocher de prendre comme modèle celui que nous avons nous-mêmes propagé. Et puis, il y a, c'est très important, dans ce pays qui a connu des développements économiques, sociaux de grande importance depuis quelques décennies, on constate aussi qu'il y a eu cristallisation d'une classe moyenne. Et comme toutes les classes moyennes à travers le monde, c'est les catégories de la population qui sont les plus consommatrices. Donc, pour en revenir à votre question, mais je pense qu'il faut toujours remettre dans son contexte, la question de l'énergie, elle est fondamentale, elle est essentielle. Comme ils n'ont pas d'énergie, de sources d'énergie, ou très peu, ou insuffisamment. Ils ont bien sûr des barrages hydroélectriques à l'est du pays, mais cela ne satisfait pas à la totalité de la demande énergétique de la population, mais il faut bien trouver d'autres solutions. Alors il y a un programme de développement de l'industrie nucléaire, qui pour l'instant en est à ses débuts, mais il est existant d'ailleurs en collaboration avec l'aide entre autres des Russes, et puis bien évidemment il joue de plus en plus le rôle de hub énergétique, couplé au fait qu'ils font des commandes d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, alors à la Russie, à l'Iran, en dépit de la situation un peu compliquée de l'Iran actuellement, de l'Irak, enfin, etc. Donc, de l'Azerbaïdjan, j'allais l'oublier, pourtant c'est d'actualité. Donc, la politique de la Turquie, c'est la volonté de satisfaire aux besoins du développement de son économie et de la consommation de sa population, et pour ce faire, il lui faut multiplier les partenariats, les accords économiques avec une série de partenaires. D'ailleurs, je constate que les Turcs, de façon plus ou moins intelligente, diversifient leurs partenariats pour ne pas mettre, pardonnez-moi l'expression, tous leurs œufs dans le même panier. Et voilà, c'est ce qui explique la politique de la Turquie pour parvenir, non pas pour l'instant en tout cas, à une indépendance énergétique. Ils sont bien loin du compte parce qu'ils dépendent quasiment entièrement de l'extérieur. Pour ce qui concerne la politique de défense, j'entends souvent des critiques, notamment dans le milieu de l'armement en France, des critiques à l'égard de la Turquie. Ah bah oui, la belle affaire, c'est que les Turcs ont décidé de devenir de plus en plus autonomes quant à leur stratégie de développement de leur industrie d'armement, de façon là aussi à faire valoir leur souveraineté. Mais comment nous, Français, qui, grâce à De Gaulle, il y a déjà bien longtemps, avons acquis notre indépendance en termes stratégiques et de défense du pays par la capacité de notre industrie d'armement, comment nous pourrions-nous critiquer la Turquie qui veut en faire autant? Alors certes, je comprends que c'est autant de parts de marché qui sont perdues par les industriels de l'armement français, mais c'est ainsi, la roue tourne, et que la Turquie se dote d'une industrie nationale d'armement me paraît correspondre à cette volonté de s'affirmer sur la scène internationale. Bien évidemment, ils ne sont pas autonomes du point de vue de l'armement, mais de plus en plus, on l'a récemment vu notamment à propos de la Libye d'une part et du Haut-Karabakh d'autre part, l'industrie des drones est désormais une industrie majeure en Turquie, avec une véritable efficacité militaire et stratégique. C'est une nouvelle donne.
dans les rapports de force internationaux, et plutôt que de pousser des cris d'orfraie, eh bien, on ferait bien d'en prendre acte et de voir comment on peut, à contrario, développer des synergies avec l'industrie d'armement turque. Cela me paraîtrait plus intelligent que de se lamenter tous les matins en criant que décidément les Turcs n'ont pas le droit de se doter de cet armement. Qu'on le dise ou pas, ils ont pris cette décision et c'est ainsi, nul ne les fera changer. Non, je pense qu'il n'y a pas de modèle. Le terme de modèle, il a été très utilisé il y a une dizaine d'années, fin 2010, surtout 2011-2012. Vous vous rappelez au moment où il y a eu ces mouvements de protestation d'ampleur dans les mondes arabes, ou tout du moins une partie des mondes arabes. Et à l'époque, il y a une formule qui revenait souvent, très souvent même, c'était le modèle turc. Un modèle liant la foi à l'islam, puisque c'est un pays qui est très majoritairement et musulman, à l'islam politique, puisque l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, fondé et dirigé par Erdogan, est, je crois, un parti qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'on appelle l'islam ou les islams politiques, parce qu'ils sont divers, un pays qui serait capable de respecter les échéances électorales et à peu près l'état de droit. D'ailleurs, au passage, je fais une parenthèse, la situation politique entre 2011-2012 en Turquie et celle qui prévaut aujourd'hui s'est considérablement dégradée. L'état de droit est très, très abîmé. Vous savez que depuis notamment la tentative de coup d'État, il y a eu des dizaines de milliers d'emprisonnements, de limogeages divers et variés. Donc là, il y a un problème objectif. Qu'un État qui était soumis à une tentative de coup d'État, justement, riposte, je le comprends. Ce que je comprends moins, c'est que véritablement, M. Erdogan a ratissé large. Et qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes probablement qui ont été soit limogées, soit se retrouvent en prison. Et j'ai de multiples exemples, y compris parmi des amis que j'ai en Turquie, qui se sont retrouvés en prison, qui ont passé des mois, puis qui ont été libérés faute de preuves. Je ferme ma parenthèse. En tout cas, le thème de modèle a été utilisé. Je n'y ai jamais cru. Pour une raison simple, c'est qu'en Turquie, il y a ce qu'on appelle la transition démocratique dès les années 1950. 1946, reconnaissance du multipartisme. 1950, c'est les premières élections où il y a une alternance, où le parti d'opposition parvient à une majorité parlementaire. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'en Turquie, en dépit des multiples coups d'État qui ont existé, il y en a eu 1960, 71, 80, 97, puis la dernière est une tentative qui a avorté en 2016. Donc malgré ces coups d'État qui sont tout à fait condamnables, ça c'est clair et net pour moi, il y a une acquisition de la pratique parlementaire, une acquisition de la compétition électorale pour les citoyens de ce pays, ce qui n'a jamais existé pour le moment dans les mondes arabes. C'est pourquoi la Turquie ne pouvait pas être un modèle, ou alors un modèle très très lointain, parce que l'histoire, les spécificités de l'histoire de la Turquie, on ne pouvait pas en faire un copier-coller pour les transposer dans les mondes arabes. Mais, cette chose étant dite, est-ce qu'aujourd'hui, l'islam politique turc est comment dirais-je, est copiable? Je ne le crois pas. Parce que je pense que les dynamiques nationales, les particularités, les spécificités nationales ne peuvent jamais être copiées-collées. Puis, entre parenthèses, les modèles dans l'histoire n'ont jamais très bien terminé. Bon. Donc, pour le cas de la Turquie, on n'en est de toute façon pas encore à ce niveau-là. Ce que je crois, c'est que l'AKP, parce qu'il s'est inséré dans un jeu parlementaire et politique démocratique qui existait depuis plusieurs décennies, a pu remporter des victoires, enfin une victoire électorale en 2002, et depuis lors, il y a eu 14 scrutins électoraux en Turquie qui systématiquement ont été remportés par l'AKP. Certains me disent doctement, il y a eu des magouilles électorales. Dans les 2 derniers scrutins, il est probable qu'il y a eu quelques entorses aux pratiques démocratiques dignes de ce nom. Pour autant, ça ne peut pas modifier les rapports de force. C'est condamnable qu'il y ait des magouilles et des triturages électoraux, bien évidemment, mais pour autant, ça n'explique pas
cette domination de l'AKP sur le jeu politique. Alors on peut le critiquer, on peut s'en féliciter, là n'est pas le problème. Ce parti a une audience de masse. Encore aujourd'hui. Exemple, les dernières élections municipales, il y a 1 an et demi, printemps 2019. J'ai lu dans la presse, défaite de l'AKP. Pourquoi ? Parce que les 2 principales villes, Istanbul et Ankara, ont été gagnées par l'opposition. Oui, peut-être, c'est vrai, c'est une certitude. Mais nationalement, l'AKP, après 18 ans de pouvoir, 17 à l'époque, faisait encore à lui seul 44% des suffrages exprimés. Pour un parti qui a 17 ans d'exercice du pouvoir, j'en connais beaucoup qui en redemanderaient. D'accord ? Et puis, le fait que les 2 principales villes du pays, Istanbul et Ankara, aient été gagnées par l'opposition, cloue le bec, à mon avis, de façon définitive, à ceux qui prétendent que la Turquie est une dictature. Vous connaissez des dictatures où, lors des élections municipales, les 2 principales villes du pays, c'est pas des petites villes, hein. Istanbul, c'est 15 millions d'habitants, une paille, est gagnée par l'opposition. Ça veut dire qu'en dépit des atteintes condamnables à l'état de droit que j'ai évoqué tout à l'heure, ce pays n'est pas une dictature, au sens où je l'entends moi, et les mots ont un sens. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut faire attention quand nous parlons d'un pays, que nous portons des jugements. Il faut apprendre à toujours contextualiser, à essayer de comprendre les dynamiques. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que M. Erdogan, il ne veut pas se comporter comme un modèle. Par contre, qu'il veuille développer la capacité d'influence de la Turquie dans la région, oui, c'est vrai, ça, c'est incontestable. Et d'ailleurs, sur la question de l'islam politique, il a fait une erreur stratégique. C'est qu'en 2011-2012, au moment de l'explosion de ces mouvements de contestation, de ces processus révolutionnaires dans les mondes arabes, il a hésité, enfin lui et ses conseillers. Dois-je continuer à soutenir les régimes qui étaient en place ? Ou au contraire, dois-je m'appuyer sur le mouvement de protestation et sur le changement en cours ? Rapidement, ils ont hésité, mais ils ont décidé de s'appuyer sur les forces de changement, je vais appeler cela comme ça. Très bien. Et c'est là où arrive l'erreur. Parce que M. Erdogan décide que la mouvance politique avec laquelle il va établir, ou va-t-il essayer d'établir des partenariats les plus étroits possibles, c'est la mouvance des frères musulmans. C'est son choix stratégique. Parce qu'il pense que les frères musulmans sont ceux qui vont émerger de la scène politique dans les mondes arabes au moment de ces processus de révolte. Erreur d'appréciation. Parce qu'à l'exception de la Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie, voire au Yémen, les frères musulmans se sont fait liquider dans leur marche à l'accession au pouvoir. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas éradiqués, ils existent encore, mais ils ne sont plus en situation de peser. Alors parfois, avec une répression terrible, nous évoquions ici tout à l'heure, oui, les frères musulmans, c'est 14 000 frères musulmans qui ont été jetés en prison, torturés, etc. Donc, c'est une erreur néanmoins de la part de Erdogan d'avoir pensé que c'est ce courant qui allait émerger. C'est une erreur dans son appréciation des rapports de force dans la région. Ça pose un problème au passage. Parce qu'un homme qui veut installer son pays comme le leader régional, mais qui n'est pas capable d'apprécier les rapports de force géopolitiques, procède d'un défaut structurel. En tout cas, oui, l'islam politique en Turquie, il existe, il fonctionne. C'est une réalité, alors on peut être contre, on peut le critiquer, mais en même temps, je ne crois pas que l'expérience turque puisse être copiée-collée dans les autres pays de la région. Et les autres expériences de l'islam politique au niveau régional, ne sont pas réductibles à l'expérience de la Turquie. Enfin, une dernière chose. J'entends beaucoup de bêtises qui me hérissent le poil et m'escagacent un peu. Et je pense notamment à un certain BHL, qui un beau jour, mais il l'a fait à plusieurs reprises, a expliqué que Erdogan était le chef des frères musulmans au niveau international. Alors, d'une part, Erdogan n'a jamais été un frère musulman. Les frères musulmans n'existent pas en Turquie. L'islam politique turc, et Erdogan en est le prototype, si vous me pardonnez l'expression, mais Erdogan a fait ses classes comme jeune militant dans le courant de l'islam politique turc, qui a ses spécificités, qui a son histoire, mais qui n'a aucun rapport avec les frères musulmans. Alors évidemment,
bien, sur un certain nombre de dossiers, il y a une convergence entre les positions de l'AKP et celles des frères musulmans. Bien sûr, je ne suis pas totalement idiot, enfin j'espère en tout cas, pour autant ça n'en fait pas Erdogan un frère musulman, et encore moins le chef des frères musulmans, comme si au passage, mais ça doit être les fantasmes de M. BHL, comme s'il y avait une sorte d'international centralisé des frères musulmans. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Qu'il y ait des frères musulmans dans de nombreux pays, oui. Qu'ils aient des liens ensemble, oui. Mais est-ce que c'est un parti qui fonctionne comme la défunte Troisième Internationale? Évidemment non, ça n'a aucun sens. Donc vous voyez là aussi, sur ce sujet, savoir raison garder, prendre du recul, contextualiser pour comprendre les choses. Ah oui, ça c'est clair et net, c'est une excellente question, c'est très très important. Je dis souvent, c'est un peu familier, mais que Erdogan et son parti, qui dirigent le pays depuis 2002, ont mangé leur pain blanc. C'est-à-dire que la belle époque où les taux de croissance de l'économie turque, au tournant des années 2009-2010, c'était 8%. Ouais, 8, 9, 9,2. C'était le plus fort taux de croissance des pays de l'OCDE. C'était comparable à la Chine. Alors ça n'a pas duré pendant 10 ans, ça a duré 3-4 ans. Enfin, ça montrait une véritable capacité de résilience de l'économie turque tout à fait exceptionnelle. Et en 7 à 8 ans, après l'accession de l'AKP au pouvoir, le pouvoir d'achat moyen, alors c'est une moyenne, il faut toujours faire attention aux moyennes en économie, mais le pouvoir d'achat des Turcs s'est multiplié par 3. Il est évident qu'à ce moment-là, son électorat s'est cristallisé, s'est renforcé. Il y a plein d'hommes et de femmes qui, en Turquie, n'ont aucun rapport avec l'histoire de l'islam politique, ne sont pas des militants ou des adhérents de l'AKP, mais qui ont voté à de nombreuses reprises pour Erdogan, parce qu'il leur apportait un mieux-être économique, qu'il était capable de procéder à une modernisation accélérée des infrastructures du pays, qu'enfin il s'affirmait sur la scène internationale, etc. Donc, à ce moment-là, Erdogan s'est constitué une base sociale et électorale très forte. Mais il y a tout d'abord eu des divisions au sein de l'islam politique en Turquie, notamment avec le courant de Fethullah Gülen, qui a été accusé d'avoir fomenté le coup d'État de 2016, et là, depuis, c'est la guerre. Absolument. Et puis, surtout, pour en revenir à votre question, la situation économique de la Turquie, elle s'est considérablement dégradée. Et aujourd'hui, elle est très préoccupante. Alors, il y a deux facteurs. Il y a un facteur endogène, c'est-à-dire que la Turquie se doit de faire, si elle veut se sortir de cette crise, des réformes de structure qui seront douloureuses mais nécessaires. L'économie turque, elle est très centrée sur les bâtiments publics, les grands travaux. Il faut que la Turquie puisse passer à des secteurs d'activité économique de haute valeur ajoutée. Sa base électorale à l'AKP va se réduire et donc les choses vont devenir plus compliquées. En outre, bien que pour l'instant ce ne soit pas déterminant, mais il y a eu des scissions de l'AKP, il y a la création de partis d'opposition, notamment à l'instigation d'anciens fondateurs, d'anciens dirigeants de l'AKP. Je pense à M. Babacan, Ali Babacan, qui a été ministre des Finances pendant très longtemps pour M. Erdogan, et il a décidé de créer son parti. Je pense à l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Davutoglu, vous savez, celui qui avait dit zéro problème avec nos voisins, qui lui aussi a fondé son propre parti. Alors, je pense que pour l'instant, ces deux partis sont encore infiniment minoritaires. Celui de Babacan, peut-être a-t-il un créneau pour percer sur la scène politique. Celui de Davutoglu, j'en doute beaucoup. Mais en tout cas, oui, l'AKP et ses dirigeants ont quelques soucis à se faire pour les prochaines échéances électorales. Celles-ci ont lieu en 2023. C'est pas tout à fait pour demain. Mais cela explique aussi la forte polarisation sociale et politique qui existe en Turquie, parce que M. Erdogan, et ça c'est un défaut qu'il a, il clive sa société plutôt que de l'unifier. Il la clive, il exacerbe les différences qui existent, et elles sont nombreuses, entre laïcs et croyants, entre turcs et kurdes, entre sunnites et alévis, etc.
Et je pense que c'est de mauvaises méthodes pour un chef d'État, quel qu'il soit, que d'exacerber les polarisations qui existent dans tel ou tel pays. Là, c'est un défaut qui risque de lui coûter cher et de se retourner en son contraire, éventuellement. Mais enfin, Erdogan, comme je le disais, a encore une base sociale assez importante, même si les derniers sondages d'opinion, et prenons-les comme toujours avec précaution, donnaient 37-38% d'intention de vote. Donc ça descend quand même, mais c'est encore 37-38. Donc là, la balle est dans le camp de l'opposition. Des oppositions sauront-elles s'unir, pardonnez-moi, pour faire un programme alternatif à celui d'Erdogan? Inch'Allah. Dans l'histoire des relations internationales, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Donc, ceux ou celles des puissances qui pourraient contrecarrer, qui sont en concurrence avec la Turquie, sont infiniment nombreux. Enfin, infiniment, c'est une expression, mais sont presque aussi nombreux que le nombre d'États membres de l'ONU, en réalité. Alors, quand je dis cela, je ne veux pas faire accès de pessimisme, et je ne suis pas cynique, ce n'est pas mon caractère. Donc évidemment, Erdogan, d'ores et déjà, entretient des relations étroites avec certains pays. Je pense à la Russie, par exemple. J'ose espérer qu'avec les pays de l'Union européenne, une partie d'entre eux, les choses vont se normaliser, se régulariser. Mais pour cela, il faudra du courage et du côté de l'Union européenne et du côté de la Turquie, parce qu'aujourd'hui, les relations sont très dégradées. Il y a un Conseil européen dans quelques heures. Il est fortement question de sanctions qui seraient votées à l'encontre de la Turquie. Ce n'est pas encore fait, donc je ne fais pas de pronostic, mais enfin certains voudraient bien. Et je pense à Emmanuel Macron. Il est obsédé par ces sanctions qu'il voudrait imposer à la Turquie. Sauf qu'il faut l'unanimité pour ce faire, et je ne suis pas sûr qu'il y parvienne. Nous verrons bien. Donc, je ne peux pas répondre à votre question en disant il y a tel et tel et tel pays qui peuvent contrecarrer les ambitions de la Turquie. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je peux vous en citer. La France, par exemple, qui connaît véritablement une dégradation dans ses relations avec la Turquie, ce que je regrette. Ni nous, Français, ni la Turquie n'avons à y gagner. Je pense qu'au contraire, on ferait mieux de se calmer un petit peu et puis de relancer, de refonder une relation digne de ce nom et constructive. Mais cela peut changer, et peut-être dans un an, quand on fera l'épisode numéro 2 des bilans de la politique d'Erdogan, les choses se seront totalement modifiées. Donc à cette question, il m'est très difficile de répondre. Et je crois qu'encore une fois, les États n'ont pas d'amis. Donc aujourd'hui, certains qui s'entendent bien avec la Turquie pourraient demain lui trouver beaucoup de défauts. À la Russie, par exemple, j'insiste sur le fait que la Russie possède des relations fluides, harmonieuse, constructive avec la Turquie. Actuellement, c'est un véritable partenariat qui profite aux deux, je crois. Je ne parle jamais d'alliance turco-russe. Parce qu'une alliance, quand on la signe, là aussi, si les mots ont un sens, ça induit des contraintes. Mais ça, ni M. Poutine, ni M. Erdogan n'en veulent. Donc vous voyez, cette bonne entente, qui est réelle et qu'il ne faut pas sous-estimer, je crois qu'elle n'est pas elle n'est pas destinée à se poursuivre très longtemps. Mais très longtemps, ça peut être encore quelques années. Mais dans le long terme, je ne crois pas qu'il y aura d'alliance entre la Turquie et la Russie, au sens littéral de ce qu'est une alliance.